Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour faire le point à la mi-journée et le soir à 18h30, la grande édition, 1 heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Et justement, on note au sommaire de cette émission tout d'abord un petit peu d'actualité. L'OCDE est arrivé à un accord à l'unanimité ou presque sur la taxation des multinationales. 130 pays sur 139 se sont donc mis d'accord pour mettre en place un taux minimum d'imposition de 15% pour les entreprises réalisant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et affichant au moins 10% de rentabilité. L'accord prévoit également une répartition des recettes fiscales selon les pays où les bénéfices ont été réalisés, et ce même si l'entreprise n'est pas présente dans le pays. Un accord qui entrerait en vigueur et qui serait mis en application dès 2023 et qui vise principalement les géants du numérique, mais qui concerne également d'autres entreprises. On note qu'en France, entre 5 et 6 entreprises sont concernées, dont Air Liquide, LVMH ou L'Oréal. Et en ce qui concerne l'émission de ce midi, on se concentrera comme tous les vendredis sur le sujet des finances personnelles et nous ferons le point dans un premier temps sur l'investissement via des SCPI, mais avec un format un peu particulier puisque nous verrons que l'on peut investir en scindant la nue propriété de l'usufruit. Pourquoi démembrer ainsi les biens dans lesquels on investit et qu'est-ce que cela implique pour l'investisseur? Nous en parlerons dans un instant. Et puis nous aborderons également le thème du rachat d'entreprise, là aussi via un prisme original, celui de la constitution d'une holding pour une telle opération. Nous en profiterons pour définir rapidement le rôle d'une holding avant d'entrer dans le détail des mécanismes propres au rachat d'entreprises en termes d'actionnariat mais aussi de fiscalité. On regarde rapidement le CAC 40 avant de commencer. Le CAC 40 qui est presque à l'équilibre, plus 0,07% à 6557 points. Smart Bourse, c'est parti. Et on commence comme d'habitude avec un résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct. La bourse de Paris se stabilise à la mi-journée. Le temps est comme suspendu sur les marchés dans l'attente du rapport sur l'emploi de juin aux États-Unis. Une attention particulière sera aussi portée sur l'évolution des salaires dans un contexte de tensions inflationnistes. Le consensus formé par Bloomberg table sur 700 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole en juin aux États-Unis, après 559 000 en mai. Le taux de chômage devrait quant à lui s'être tassé de 0,2 points à 5,6% de la population active. Cet ensemble de données devrait aiguiller un peu plus les investisseurs quant au timing du tapering envisagé par la Fed. Le FMI table sur une réduction du montant de ses achats d'actifs dans le courant du premier semestre 2022, avant une probable hausse des taux cette même année ou début 2023. S'agissant de Wall Street, hier, le S&P 500 réalisait un 6e record consécutif en clôture, soutenu entre autres par la contraction des inscriptions hebdomadaires au chômage. Elles sont à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie. Et puis à noter que la réunion de l'OPEP+, initialement prévue hier, se tiendra aujourd'hui. L'objectif sera de fixer les niveaux de production de pétrole pour le mois d'août. En l'absence d'accord, les quotas pourraient rester en l'état jusqu'en avril 2022. Du côté des valeurs à présent, Essilor-Luxottica a finalisé l'acquisition d'une partie de 76,72% dans Grand Vision. Capgemini et Qualcomm vont collaborer avec pour objectif de faciliter la mise en œuvre de réseaux privés 5G pour les entreprises. Kexabank a conclu un accord avec les syndicats. Il implique la réduction de son plan de suppression de postes, alors annoncé en avril dernier, de 8 291 à 6 452. La TECOR prend des mesures de recapitalisation à hauteur d'un minimum de 292,5 millions d'euros. Cela comprend l'obtention de nouveaux prêts garantis par l'État et une augmentation de capital d'un montant de 162,5 millions d'euros.
Alstom a signé un contrat avec l'autorité des transports ferroviaires de Bade-Württemberg en Allemagne. L'objectif de ce contrat est de moderniser 118 trains régionaux en les dotant de la technologie de signalisation digitale. Argan a enregistré au deuxième trimestre 2021 des revenus locatifs de 38 millions d'euros, en progression de 10% par rapport à la même période en 2020. Et puis Advicien a annoncé que l'agence britannique du médicament autorise la mise sur le marché de Sibnayal au Royaume-Uni pour le traitement de l'acidose tubulaire rénale distale. Voilà, c'était Alix Nguyen depuis la salle des marchés de Bourse Direct que vous retrouverez cet après-midi à 14h55 avant l'ouverture des marchés américains et à 18h30. Le vendredi sur Smart Bourse, c'est l'occasion de faire le point sur les finances personnelles. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés par Sandrine Kilissi, directrice de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Bonjour Sandrine Kilissi. Bonjour. Bienvenue. Et nous sommes également accompagnés par Nicolas Lecalvez, conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Nicolas Lecalvez. Bonjour. Et bienvenue dans Smart Bourse. On va commencer avec vous Nicolas. Alors on va parler d'immobilier mais d'une manière assez particulière. L'immobilier c'est un grand thème d'investissement. Ça peut prendre différentes formes. On peut passer en direct mais on peut aussi passer via des SCPI où, vous le définirez peut-être un petit peu mieux, mais on mutualise finalement des investissements via une société de gestion. Et on connaissait également cette notion de nue propriété et d'usufruit qui est très utilisée notamment dans des cas de transmission, mais moins dans le cas de l'investissement en SCPI. Est-ce que vous pouvez nous raconter finalement comment on rassemble ces deux opérations du coup ? Oui, bien sûr. Alors peut-être justement au préalable rappeler ce qu'est une SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 200 sur le marché avec 40 sociétés de gestion. Le principe, c'est que la société de gestion va collecter auprès d'investisseurs des fonds. Avec ces fonds, elle va acquérir des biens selon la typologie de la SCPI, puisqu'on a des SCPI de bureaux, de commerce, spécialisés dans la santé, la logistique ou l'éducation. Elle va acheter les biens, elle va gérer le locataire, elle va gérer les travaux. En gros, elle gère tout le parc immobilier. L'investisseur, c'est pour ça aussi qu'on appelle pierre-papier, a des parts en contrepartie. Il détient en quelque sorte un bout du patrimoine et il va recevoir très souvent de façon trimestrielle, certaines le font mensuellement, des revenus en contrepartie. Pour la suite, ce qui est important aussi de souligner, certainement, c'est la fiscalité qui s'applique à ces revenus. Pour comprendre l'idée aussi du démembrement, c'est qu'une SCPI qui a du revenu issu d'un territoire français va être soumise aux revenus fonciers, donc c'est tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux en vigueur de 17,2%. Donc ça, on est dans l'acquisition traditionnelle en pleine propriété. Et alors, du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas scinder finalement la pleine propriété entre la nue propriété et l'usufruit ? Bon, c'est un mécanisme qui est connu. Pourquoi l'appliquer à la SCPI ? C'est-à-dire qu'on n'est plus propriétaire des bureaux, on n'est plus propriétaire des immeubles, mais on a simplement ou l'usufruit ou la nue propriété. Exactement. Alors ça se passe au départ de la souscription, c'est-à-dire qu'il va y avoir un investisseur qui va dire « moi j'achète la nue propriété sur 5 ans » et un autre investisseur qui va dire « moi je prends l'usufruit pendant 5 ans », autrement dit les revenus. Pour comprendre le mécanisme, l'intérêt de le faire sur de la SCPI, c'est qu'il y a la notion de clé de répartition, c'est-à-dire que combien paye le nu propriétaire et combien paye l'usufruitier, c'est fixé par la société de gestion et c'est propre à chaque SCPI. Pas toutes les SCPI ont la même clé de répartition. Si on prend un exemple d'une SCPI qui vaut 100 € la part et qu'on fait un démembrement temporaire donc sur 5 ans, je prends une moyenne, généralement le nu propriétaire va payer 80%, donc 80 €, et l'usufruitier, lui, va en payer 20 €. Pendant 5 ans, il se passe quoi ? Je commence à me placer du côté de l'usufruitier, puisque c'est probablement ce qui intéresse le moins, vu qu'on est dans le cadre de la finance personnelle. L'usufruitier, c'est le moins cher, donc effectivement, il faut nous expliquer pourquoi ça intéresse le moins. Oui, alors, l'usufruitier, c'est souvent une trésorerie d'entreprise, en fait, qui va le prendre. Derrière, il va se passer quoi ? Pendant 5 ans, en ayant payé 20, il va percevoir l'intégralité des revenus de la SCPI. Pourquoi le particulier s'y penche un petit peu moins ? C'est parce que l'usufruitier doit déclarer la totalité de ses parts à l'IFI. D'accord. Ah oui, donc c'est là effectivement où on a un peu moins envie de s'y intéresser parce que en fait ça nous coûte moins cher au départ sur les 5 ans. On touche les revenus, mais par contre derrière il y a une fiscalité qui est la même finalement que si on avait eu le bien en pleine propriété. Exactement. Si on se passe maintenant du côté du nu propriétaire, c'est là où on va comprendre l'intérêt aussi de ce dispositif et pourquoi c'est un
investissement qui se démocratise de plus en plus. Il n'est pas forcément nouveau, mais il y a un élément qui est la baisse des placements sans risque qui force aujourd'hui les investisseurs à chercher des alternatives et des placements où le couple rendement-risque leur paraît intéressant. Le nu propriétaire, lui, donc il l'a payé dans notre exemple 80, il va pendant 5 ans percevoir 0 revenu, puisque c'est l'usufruitier qui aura perçu la totalité, donc pas d'impôt sur le revenu, pas de prélèvements sociaux, pas d'IFI, puisque c'est l'usufruitier qui le déclare, et sa performance, en fait, on la mesure surtout au terme du remembrement. C'est-à-dire que l'usufruitier, lui, pendant 5 ans, il a pris les revenus, et au bout de 5 ans, par convention, il s'éteint. C'est-à-dire qu'il disparaît au profit du nu propriétaire. Et l'usufruit revient automatiquement au nu propriétaire. Exactement. Qui redevient propriétaire d'une partie d'un bien entier. Exactement. Donc ces 80 à notre investisseur en nu propriété deviennent 100, avec un seul effet au final, c'est le temps qui passe. Et ça, on peut rien y faire. Et donc, on fait une performance non pas de 20%, mais de 20 pour 80, ce qui revient à 25% sur 5 ans. Pour l'exemple de 5 ans, les clés de répartition, on peut en trouver de 3 jusqu'à 20 ans. D'accord. J'ai pris l'exemple de 5 ans. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas forcément 5 ans, c'est de 3 jusqu'à 20 ans. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au bout de ces 5 ans? Si on reste dans l'exemple de 5 ans, l'investisseur redevient pleinement propriétaire, ou en tout cas, il a une part d'une pleine propriété d'un bien. Qu'est-ce qui se passe en termes de performance? Qu'est-ce qui se passe en termes de fiscalité? Est-ce qu'il reste du coup propriétaire ou est-ce qu'il sort lui aussi? Alors, premier point, et c'est aussi un des intérêts, c'est que le 80 qui devient 100 n'est pas considéré comme de la plus-value, n'est pas fiscalisé. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que l'investisseur, lorsqu'il va se retrouver plein propriétaire, il se retrouve donc avec 2 possibilités. La première, c'est de conserver les parts et donc à ce moment-là d'en percevoir les revenus. D'accord. On pourra voir qu'il y a des stratégies, du coup, dès le départ de l'investissement, il y a des SCPI à privilégier plus que d'autres. D'accord. Seconde possibilité, c'est de vendre ses parts. Et donc à ce moment-là, sur les SCPI, vous avez une commission de souscription qui porte plutôt mal son nom puisqu'elle se matérialise lors de la revente des parts. Et donc quel est l'intérêt de revendre? C'est parce qu'on a acheté 80 et ça vaut 100 et du coup, en fait, on fait une opération qui est prévue dès le départ au moment où on va commencer à investir? Exactement, on a besoin de cash, on a besoin de liquidité et la stratégie qu'on avait mise en place, c'était celle-ci. On a des investisseurs qui font ça et qui renouvellent éventuellement l'opération pour se mettre là-dessus. On a des investisseurs qui font des nues propriétés avec des durées différentes, c'est-à-dire qu'ils en ont une qui arrive à échéance à 5 ans, une à 7 ans, une à 10 ans. D'accord, donc oui, ils multiplient effectivement les nues propriétés et ça c'est dans le cadre de quelle stratégie du coup? Le fait de multiplier des nues propriétés, c'est pour on fait de l'achat, enfin on fait de la revente successive et on se réintègre dans d'autres nues propriétés. Juste une question pour bien comprendre parce que là du coup on est dans la théorie, ça s'adresse à qui en fait finalement? Pourquoi on fait ce type d'opération? Alors ça va surtout s'adresser aux investisseurs qui sont assujettis à l'IFI, mais qui continuent à avoir ce prisme immobilier que les Français. Donc c'est un moyen d'investir effectivement sans augmenter sa fiscalité à court et moyen terme. Exactement, et ça s'adresse aujourd'hui de plus en plus. C'est un cas qu'on rencontre régulièrement à des personnes qui sont encore en activité, qui sont à 10 ans du départ à la retraite, mais qui pendant ces 10 ans n'ont pas besoin d'avoir du revenu complémentaire, donc ils vont payer les fameux 80. Dans 10 ans, ils sont à la retraite, on le sait, les revenus vont baisser, et donc il se retrouvera à ce moment-là plein propriétaire, et il en percevra les revenus. Si on est dans cette stratégie... Ça permet d'anticiper effectivement les revenus qu'on pourra avoir, les revenus complémentaires qu'on pourra avoir à la retraite. Et puis on fait grossir sa base, c'est-à-dire qu'au lieu de percevoir des revenus sur 80, on les percevra sur une base de 100. Et si on est sur cette stratégie-là, l'intérêt, c'est de sélectionner une SCPI. Oui, j'allais y venir. Comment est-ce qu'on les trouve et comment on les sélectionne, ces SCPI? Oui, bien sûr. Alors ça va dépendre justement de la stratégie de départ. D'accord. Première stratégie, si l'idée c'est de revendre ou alors qu'on se pose la question dès le début, c'est le critère de sélection des SCPI est strictement le même que si on achetait sa part de SCPI en pleine propriété. D'accord. C'est le même. En revanche, il y a un critère, voire 2 critères qui diffèrent, c'est-à-dire que le rendement forcément prend un peu moins d'importance dans la sélection. En revanche, on va regarder la clé de répartition, puisque comme elle est propre à chaque SCPI, certaines sur 5 ans... C'est ça, c'est bien de le rappeler. On a donné l'exemple de 80-20. C'est pas toujours 80-20, c'est propre à chaque SCPI. Et il y a des grosses variations là sur le coup sur la clé de répartition ou... Sur 5 ans, on peut avoir une SCPI qui propose 80, une autre 81 et une autre 76. Forcément, c'est plus intéressant d'acheter celle qui fait 76. Bien sûr, oui, complètement. Deuxième chose, c'est le potentiel de revalorisation de la SCPI, parce que c'est la cerise sur le gâteau dans la performance du nu propriétaire, c'est que toute revalorisation sur la part de la SCPI bénéficie en quelque sorte d'un levier. Une SCPI, quand son patrimoine s'apprécie, la part s'apprécie également. Sûr, oui. Et donc, si une SCPI se revalorise de 2%, le nu propriétaire qui a payé 80 sa part, sa revalorisation est de 2 pour 80. Donc, il y a une sorte de levier là-dessus. Complètement. Oui, donc on ne revient pas à 100, mais on peut revenir à 102 ou 103 en fonction de la... Oui, complètement. Parce qu'on revient en fait à 100, mais 100...
au moment où on investit, et c'est sans prendre en considération le potentiel de revalorisation de la SCPI. Tout à fait. Et pour compléter, si l'objectif à terme est de conserver ses parts de SCPI, à ce moment-là, on va être attentif, le conseiller et les clients vont être attentifs à quelle est la typologie d'actifs qu'il y a dans le bien. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont situés en France? Est-ce qu'ils sont situés sur un territoire étranger, comme par exemple l'Allemagne, les Pays-Bas, qui sont un peu les pays stars pour l'investissement des SCPI? Bien sûr. Pourquoi? Parce que l'investisseur, lorsqu'il percevra les revenus, il bénéficiera d'une fiscalité qui est quand même plus douce, puisque très souvent, il est exonéré des prélèvements sociaux. Bien sûr. Et en plus de ça, il y a les conventions fiscales qui rentrent en compte, qui permettent d'avoir une fiscalité plus faible que si c'était du revenu issu du territoire français. Et pour conclure, Nicolas Lecalvez, vous l'avez dit tout à l'heure, on peut investir dans des bureaux, on peut investir dans des immeubles de particuliers ou autres. Le démembrement nue propriété usufruit, c'est le même fonctionnement? Ça s'adresse à tout type d'investissement immobilier? Ça s'adresse à tout type d'investissement immobilier, tout à fait. La seule difficulté qu'on rencontre sur l'immobilier physique, c'est souvent que la valorisation de l'actif, elle est difficilement quantifiable. Bien sûr. C'est souvent un peu cher et la clé de répartition n'est pas forcément toujours aussi intéressante que sur de la SCPI. Merci beaucoup Nicolas Lecalvez de nous avoir donc expliqué comment investir en nue propriété via des SCPI. Nicolas Lecalvez, je rappelle que vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Meilleur Taux Placement. À tout de suite. Et on continue avec vous, Sandrine Kilissi, directrice de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. En ces temps de relance et de reprise économique en Europe, on en parle souvent dans Smart Bourse de ce moment européen. C'est vrai que le rachat d'une entreprise ou la cession d'une entreprise peuvent en tenter plus d'un. Et il est important de savoir qu'il y a différentes options finalement qui s'offrent aux racheteurs. On n'est pas obligé d'acheter directement les actions d'une entreprise. On peut passer par une holding. Alors avant d'entrer un petit peu plus dans le détail, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est qu'une holding, parce que c'est pas forcément si évident pour tout le monde cette idée que la holding, c'est pas forcément un type d'entreprise en fait, c'est un usage d'entreprise. Exactement, en fait, la holding, c'est une terminologie en réalité. Derrière cette terminologie de holding, en fait, on a une société dont l'objet est d'acquérir des participations dans d'autres sociétés. D'accord. Alors, elle peut avoir toutes les formes que l'on connaît. Ça peut être une société civile, ça peut être une société par action simplifiée, ça peut être une SARL. D'accord, ok. Ouais. Oui, c'est pas un type d'entreprise particulier, c'est l'usage qu'on va donner à l'entreprise en fait. Exactement, exactement. Et alors après, en pratique, on va distinguer deux types de holding. D'accord. On va voir ça a un véritable intérêt d'un point de vue purement fiscal. En fait, premier type de holding, la holding dite passive. C'est une holding donc, qui a pour objet de détenir un portefeuille de participation et d'exercer ses prérogatives d'actionnaire. Et c'est tout. Donc en fait, elle va exercer son droit de vote pendant les assemblées générales de ses cibles. D'accord. Et puis, elle va tout simplement, en tant qu'associée, percevoir le dividende distribué par les sociétés dont elle détient les participations. Et ça s'arrête là. Ça, c'est classique. Voilà. D'accord. À côté de ça, nous avons ce que nous appelons la holding dite animatrice. Et alors, cette holding-là, à côté de la gestion d'un portefeuille de participation, en fait, elle a un rôle plus important. C'est-à-dire que tout d'abord, elle va contrôler ses filiales et au-delà de ça, elle va les animer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va fixer la politique générale du groupe et fixer les grandes orientations stratégiques. D'accord. Okay. Alors, à côté de ça, il y a un autre critère qui est un peu plus subsidiaire, c'est-à-dire qu'elle peut également tout simplement réaliser un certain nombre de services de type financier, immobilier, comptable. Des services donc, du coup, pour chacune des filiales. Exactement. Et donc, histoire de centraliser finalement un certain nombre de services. Exactement. Alors, pourquoi c'est important ça? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ma holding animatrice, d'un point de vue purement fiscal, elle est assimilée à une société opérationnelle, une société qui aurait une activité commerciale. D'accord, ok. Et donc fiscalement, c'est pas la même réalité pour le coup. Exactement, parce qu'en réalité, elle va pouvoir bénéficier de tous les régimes fiscaux qui ont été mis en place en faveur des entreprises. D'accord. Et notamment en matière, par exemple, de transmission d'entreprise par donation ou succession, eh bien, ma holding animatrice, au même titre qu'une société opérationnelle, pourra bénéficier de l'exonération partielle des droits de donation ou des droits de succession. Et alors pourquoi c'est intéressant de passer par une holding quand on veut racheter une entreprise du coup? Et c'est une question qu'il faut se poser dès le rachat de l'entreprise? Oui, il faut vraiment y réfléchir bien même en amont. Avant, oui, j'imagine. Exactement. En fait, il y a tout un tas d'intérêts d'interposer une société entre soi et ses actifs privés ou ses actifs
professionnels. Mais c'est vrai que c'est un outil particulièrement puissant pour des futurs acquéreurs d'une entreprise. Alors, comment ça se passe en pratique ? En réalité, donc, mes acquéreurs vont se regrouper, vont constituer donc cette fameuse holding. Oui. Et cette fameuse holding va avoir pour objet tout simplement de racheter la majorité du capital de la société cible, donc de l'entreprise, et ainsi de la contrôler. Parce Bien que sûr. c'est ça que l'on veut On au contrôle bout la du bout. holding et la holding contrôle l'entreprise. Mais alors, du coup, Exactement. pourquoi un intermédiaire ? Alors, vous allez voir, là où c'est intéressant, c'est qu'en réalité, eh bien, ma holding, elle va lever de la dette pour acquérir la société cible. Et cette dette va être financée par la cible, en réalité, D'accord. dans le cadre de la distribution de ces dividendes. D'accord, donc on va emprunter de l'argent pour acheter l'entreprise en question et on va le rembourser avec les dividendes payés par l'entreprise du coup à la Exactement. holding. Et en fait, si on regarde un peu ça avec un peu de recul, ce schéma nous permet d'obtenir un triple effet de levier. Je vais avoir un effet de levier juridique, un effet de levier financier Mhm. et un effet de levier fiscal. Eh bien, on va commencer par le juridique. Hein. Voilà, exactement. Commençons par le début. Alors en fait, dans le cadre de l'effet de levier juridique, comment ça se passe ? En fait, je vais avoir plusieurs acquéreurs donc, qui vont constituer ma holding, D'accord. dont l'objet va être, comme on le disait tout à l'heure, donc d'acquérir la majorité du capital de l'entreprise, de la société cible. Et parmi ces acquéreurs, alors on va dire à peu près, disons 51%. Ok. Voilà, j'ai très la bien. majorité. Parmi ces acquéreurs, si j'en ai un qui détient 51% du holding, en réalité, c'est lui qui va contrôler l'entreprise, Bien sûr. Oui, oui, alors complètement. qu'en réalité, finalement, il détient de manière indirecte que 25% de la cible. Bien sûr. Oui, Donc oui, là, on a un complètement. bel effet de levier. Là aussi, où ça peut être intéressant d'un point de vue juridique, c'est qu'une fois tout cela constitué, si on a besoin de nouveaux capitaux, d'apports de fonds propres, de nouveaux investisseurs, ceux-ci, on va les faire rentrer directement par la holding. D'accord. Comme ça, au moins, on stabilise l'actionnariat de la C'est ça, société cible. l'actionnariat du groupe ne change pas. En revanche, on fait Exactement. changer celui de la holding et donc automatiquement, on peut jouer sur les participations de l'intégralité du groupe. Exactement, exactement. Alors ça, c'est l'effet de levier juridique. Mais Ensuite, comme on va le voir, c'est assez imbriqué avec l'effet de levier financier. Pourquoi ? Parce que en fait, mes acquéreurs, donc au capital de la holding, finalement, eux, quel va être le rapport en fonds propres ? Rien. Pourquoi ? Parce que c'est la holding qui va s'endetter Oui. pour acquérir la société cible. Alors, évidemment, cet effet de levier financier ne fonctionne réellement. Oui, il faut que l'entreprise soit capable de générer des dividendes quand même et de les verser. On est bien sûr. d'accord, on est bien d'accord. Et l'établissement de crédit ne suivra que si on a une entreprise qui a une bonne rentabilité. Sans quoi, de toute façon, le schéma ne peut pas fonctionner. Bien sûr. Oui. Donc ça, c'est notre effet de levier financier. Mais là aussi, cet effet de levier financier est intéressant si, quelque part derrière, la fiscalité suit. Pourquoi ? Parce que, comme on le sait, la fiscalité, en fait, c'est un élément de dépréciation de la rentabilité Bien sûr, des oui, actifs. complètement. Donc, si mes dividendes se font taxer à l'IS à 26,5, ça demande un effort colossal à la cible en termes de résultats à pouvoir faire Bien sûr, remonter oui. au niveau de la holding. Heureusement, On y arrive. exactement, en fait, on va pouvoir bénéficier d'une fiscalité qui est relativement allégée. En fait, tout Parce d'abord, qu'on est d'entreprise à d'entreprise du coup. exactement, exactement. Tout d'abord, en fait, on va pouvoir bénéficier du régime dit des sociétés mère-fille. Mhm. Comment ça se passe ? Eh bien, la remontée de dividendes se fait en exonération d'impôt sur les sociétés, qui aujourd'hui est à 26,5%. On va quand même avoir une petite quote-part de frais et charges à payer, la holding, qui est de 5% du montant des participations. Donc en gros, ça me donne un taux d'imposition qui est de 1,32%. Bon, voilà, c'est tout à Comparé fait... aux 26% dont vous parliez tout à l'heure, voilà. effectivement, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Exactement, c'est tout à fait supportable. Alors, pour bénéficier de ce régime, il est impératif que ma holding détienne au moins 5% du capital de ma cible, D'accord. et ce pendant au moins 2 ans. Ok, Donc ça, d'accord. c'est important. Par contre, alors, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, c'est quand même assez performant, sauf que si ma holding ne perçoit rien d'autre, n'a pas d'autres résultats que ces dividendes, eh bien, ces charges financières vont générer un espèce de déficit chronique, qu'elle ne pourra imputer sur rien. Donc là, c'est un peu dommage. Et là, on est toujours que dans le cas d'une holding animatrice pour le coup. Non, Ou pas forcément. Ça peut être une holding passive également. D'accord. Exactement.
Donc, comme je vous disais, donc là, Bien sûr, donc on a est ce sur problème avec ce déficit chronique. Alors, pour le coup, s'il s'avère que ma holding détient au moins 95%, d'accord, du capital de ses filiales, on va pouvoir mettre en place ce que l'on appelle le régime de l'intégration fiscale. D'accord. Et ce régime est particulièrement intéressant parce qu'en réalité, c'est la holding qui va payer l'impôt sur les sociétés sur un résultat, donc de manière globale. Donc pour tout le groupe, toutes les entreprises du groupe. Exactement. Exactement. Donc voilà, on fait un mix des résultats. Donc là, il y a deux intérêts. Le premier, c'est tout d'abord que la remontée de dividendes se fait là aussi en exonération d'IS, sauf une quote-part de frais et charges, mais qui ici n'est que de 1%, donc une taxation qui est de 0,26%, mais aussi et surtout, les charges financières de la holding vont s'imputer sur les résultats des cibles. Donc là, pour le coup, c'est parfait. Donc ça va dans les deux sens, effectivement. Et c'est autant de raisons de passer par une holding quand on veut racheter une entreprise. Merci beaucoup, Sandrine Kilici. Sandrine Kilici, je rappelle que vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale à la Banque Pictet. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous à 18h30 donc pour une heure de débrief du coup de la séance boursière du jour. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.